Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie du Prime en ce lundi 11 avril 2022. Nous sommes donc rendus dans cette partie qui est consacrée à la discussion, à l'échange, au débat, si besoin est. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir M. Dieudonné Yebga. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les fidèles de Dash Media. Merci. Vous êtes président de l'Association citoyenne des consommateurs d'énergie, d'eau, de gaz et de télécommunications. C'est bien cela. Très bien. En face de vous, Suzanne Kalalobé, qu'on ne présente plus, qui est notre éditorialiste maison. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir, Polycarpe. Donc, nous allons ce soir parler des questions de l'électricité. Monsieur Dieudonné Yebga, déjà, la première question qui me vient à l'esprit, pourquoi avez-vous ressenti le besoin de créer cette association? Je précise que vous êtes un ancien cadre de Eneo, et avant Eneo de AS Sonel, et avant AS Sonel de Sonel. Donc vous connaissez bien l'écosystème de l'électricité au Cameroun, la problématique de la distribution et même de la production. Après votre carrière, pourquoi avez-vous senti le besoin de créer cette association de défense des droits des consommateurs du secteur de l'énergie, entre autres? Bien, merci pour cette question qui m'est toujours posée partout où je passe. Certains pensent que je l'ai fait peut-être pour m'occuper, je ne sais pas, mais en réalité, je l'ai fait pour m'occuper des Camerounais parce que j'ai ressenti le besoin. J'ai fait un tour à la Chambre de commerce et j'ai constaté qu'il y avait près de 200 associations de consommateurs qui étaient créées. Et quand je voyais leur rendu sur le terrain, ce n'était pas exactement ça. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Et c'est pour cette raison que je me suis donc dit, pour être utile à mon pays, je vais faire quelque chose de différent. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi les secteurs clés pour le développement. Parce que vous savez, sans énergie électrique, vous ne pouvez rien faire. Sans communication, vous ne pouvez rien. N'en parlons plus de l'eau et de gaz, parce que ça accompagne l'humain dans son fonctionnement. C'est pour cette raison qu'on a donc mis cette association en place. Et on a innové parce qu'on voudrait que le consommateur devienne l'acteur du développement. Et pour cela, l'information est capitale. Qui a l'information a le pouvoir. Nous avons donc mis en place un environnement informatique web où tout Camerounais, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, peut installer l'application et nous envoyer une requête qui tombe dans notre base de données, on l'analyse naturellement et ça nous permet de faire des analyses pointues et là on a exactement la bonne information. Très bien. En l'entrée de ce week-end qui vient de s'achever, nous avons, vous comme moi et tous les Camerounais, reçu dans nos téléphones un communiqué de la compagnie NEO qui annonçait des perturbations dans la distribution de l'énergie électrique et il nous est revenu qu'effectivement, plusieurs localités du pays, quasiment tout le sud, beaucoup de quartiers à Yaoundé, de nombreux autres à Douala et ailleurs, ont connu des perturbations tout au long de ce week-end. Est-ce que vous diriez, comme certains, que le Cameroun broie plus que jamais du noir? Je parle de ce week-end comme je peux rentrer beaucoup plus loin en arrière pour constater que c'est quasiment comme ça tout le temps maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord que les Camerounais broient du noir? Bien, mais les Camerounais boivent du noir et ils vont boire du noir jusqu'à peut-être 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Mais ce n'est pas pour demain que ça va... 10-15 ans? Ah oui, ce n'est pas pour demain que ça va finir. J'ai des éléments pour justifier ce que je suis en train de dire. Alors, si on parlait du même communiqué, quand j'ai lu ce communiqué, et quelque part dans ce texte, il a été précisé que... Eneo devait faire une maintenance au niveau de son loulou et que ces travaux devraient être faits avant la CAN. Et ils ont donc pensé qu'en faisant ça avant la CAN, ça pouvait perturber le déroulement de la CAN. C'est pour ça qu'ils ont prolongé le délai de début en fait, de cette maintenance-là. Mais ce n'est pas seulement ce week-end que nous connaissons ça. Dès que la CAN est finie, si nous vivons tous au Cameroun, on a constaté qu'il y a des problèmes en fourniture d'énergie. Pourquoi pendant la CAN, on n'a pas eu cela? Justement, c'est la question. Pourquoi pendant la CAN, comme par miracle, tout s'est bien passé, les étrangers ont été bien accueillis, tout le monde s'étonnait de ce que, voilà, tout fonctionne. Et alors, puis, juste 2-3 jours après, paf, tout le pays est rentré dans le noir. Justement, quand je vous l'ai dit tout à l'heure en off, que j'aime quand on appelle notre association association citoyenne. Et citoyen, pourquoi? Parce que nous n'avons pas de parti pris.
Si l'État fait mal, on va dire que l'État fait mal. Si le consommateur fait mal, on dira que le consommateur fait mal. Si c'est les entreprises qui font mal, on le dira toujours. Alors, pendant la CAN, parce que tous les yeux du monde étaient braqués sur le Cameroun, il fallait sauver l'honneur. On a donc, l'État du Cameroun a demandé aux industriels de faire des sacrifices. Donc les industriels ont délaissé 30% de leur consommation pour que la CAN se passe très bien. Et voilà pourquoi, pendant la CAN, on n'a pas eu ce que nous voyons juste après la CAN ou bien maintenant. Et je vais vous le dire encore une fois de plus, c'est sûr que vous avez lu cette note du ministre de l'Eau et de l'Énergie qui a adressé récemment une lettre au directeur général des NEO en lui demandant encore de délester les industriels. Absolument. Mais comment dans un pays où on veut le développement, on délaisse les industriels? Mais là, il y a un problème. Il faut donc regarder d'où vient le problème. C'est là le véritable problème. D'où vient le problème? C'est tout l'intérêt de cet échange. Nous allons, j'espère, avoir l'occasion de mettre le doigt dans la plaie, le couteau dans du beurre. Suzanne Kalalobé, le Cameroun broie du noir. Oui, bien sûr. Et vous le savez, parce qu'on est souvent dans le noir. Mais le problème est séculaire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'hier non plus. Ça date, si vous voulez, de nos propres projets de développement. Quelles sont les priorités que se donne un gouvernement pour développer un pays? Est-ce qu'il s'appuie sur les énergies fondamentales ou bien est-ce qu'il s'appuie sur ce qui est formel? Il me semble que la gestion de l'électricité a toujours été aléatoire. Elle a toujours été, si vous voulez, un peu superficielle et au coup par coup. Et maintenant, on écope de tout ce qu'on a laissé comme passif. Premier passif, les infrastructures. Deuxième passif, la distribution de l'électricité. Troisième passif, la production elle-même. Et à partir de tous ces passifs, on a des montées, des descentes et on a un enchaînement. Bien sûr, nous, les consommateurs, on n'est pas exempts de toute faute. Parce qu'on a profité de cette situation délétère dans l'organisation de la production, de la distribution et de la diffusion de l'électricité pour nous aussi faire nos conneries, brancher les installations n'importe comment, etc. Donc maintenant, la question, c'est on gère une situation qui date. Est-ce que le gouvernement est capable, avec les autres acteurs, de nous redresser? Moi, je pense que oui. S'ils ont été capables de produire l'énergie pendant la CAN, ça veut dire qu'on a les moyens et les compétences de le faire. Pendant la CAN, justement, Suzanne. Oui, mais ça veut dire qu'on a les moyens de le faire structurellement. Et maintenant, il suffit d'une volonté politique de l'ensemble des acteurs pour que ça soit une constance. Mais si je m'en tiens à ce que nous dit M. Yebga, pendant la CAN, la solution, ça a été de rationner, enfin de délester, de lester de 30% la capacité de captation d'énergie des industries pour mettre ce gain à la disposition des ménages. C'est un aspect de la solution. C'est-à-dire dans une situation comme la nôtre, il faut y avoir une mutualisation des compétences. Ça veut dire que les plus forts doivent payer, entre guillemets, c'est comme la sécurité sociale. Et maintenant, quand les industriels rechignent, ça veut dire qu'ils ne sont pas derrière un contrat. Quand je parle de contrat national, qu'est-ce que nous voulons faire pour le Cameroun? C'est l'éternelle question. Très bien. Monsieur Yebga, vous qui connaissez mieux ces questions, je précise que je rappelle encore, et c'est bien de le savoir, que vous avez longtemps travaillé dans la société qui produit et qui commercialise l'électricité au Cameroun. Au début, c'était une entité unique. Après, l'État qui pense la politique énergétique du pays a trouvé bon de fragmenter cette société-là en diverses sociétés. Je crois qu'il y en a aujourd'hui 2 ou 3, vous nous en direz. Est-ce que déjà c'était pertinent de procéder ainsi, de partir de l'ancienne Sonel pour aujourd'hui toutes ces sociétés, Néo et autres? C'est vrai que le nom a changé, mais ça reste la même société. Mais entre-temps, il y a eu, je crois, EDC, Sonatrel, je crois. Est-ce que ce choix-là était pertinent? Alors, vous savez, la politique énergétique d'un pays est déterminée par le gouvernement. Oui. Alors, si le gouvernement a fait un choix, c'est en connaissance de cause. Alors, moi, je ne suis pas membre du gouvernement pour pouvoir apprécier que le choix qui a été fait a été le bon ou le mauvais choix. Nous faisons juste un constat. Alors, mais c'était fait à quel dessein? C'était pour faciliter, rationaliser la gestion de
l'énergie? Alors, c'est pour ça que j'ai envie de réfléchir à haute voix comme tout le monde. Hein. Parce que ce que je sais est que la SONEL produisait, transportait et commercialisait. Et distribuait. Oui. Alors, et on avait donné... Il se posait quel problème alors à l'époque? Je ne sais pas quel est le problème Vous y étiez déjà? J'y étais. Je dis que c'est un problème de politique énergétique. Et la SONEL qui produisait, on lui avait demandé de ne pas produire plus de 1000 mégawatts. Pourquoi? Et pourtant, nous sommes dans une zone où nous avons 23 000 mégawatts disponibles. Potentiellement exploitables. Et on lui demande de ne pas produire plus de 1000. Alors, quand on privatise... En quelle année? En 2001. Le 18 juillet 2001. Il y a 21 ans maintenant. Il y a 21 ans. Il se trouve que Eneo ou bien AES SONEL, non, la SONEL à l'époque, produisait 999 mégawatts. Il fallait donc augmenter, d'où la création de Globelec. Parce que Dibamba devait produire 86 mégawatts et Kribi, je crois, 216. On allait déjà dépasser 1000. D'où la création d'une autre entité. Vous voyez donc, pourquoi limiter d'abord? Ça veut dire qu'il y a un problème d'intérêt. Et je vais vous dire, quand on crée Dibamba et Kribi, KPDC et DPDC, il y a un contrat qui est signé entre AES SONEL et Globelec qui paye 6 milliards de francs par mois. Vous pensez que 6 milliards de francs 6 par mois. milliards, un contrat, 6 milliards. Mais ça, c'est donc des négociations. Pourquoi on... À qui? Eneo doit payer à Globelec Oui. parce qu'il connecte une énergie pour alimenter, pour distribuer. Donc Eneo doit payer 6 milliards de francs tous les mois à Globelec. Vous voyez donc qu'il y a un contrat qui est caché derrière. Quand je dis que c'est une politique qui doit être gérée quelque part, il y a donc des intérêts derrière. J'ai voulu expliquer ça pour que vous compreniez exactement pourquoi on essaye de dissocier, de fragmenter, parce qu'il y a sûrement des intérêts quelque part. Parce que quand vous prenez Sonatrel, et ça je l'ai toujours dit, je vais le redire ici sur votre plateau, on prend un administrateur civil, on met à la tête de la Sonatrel, qui s'occupe du transport d'énergie, et cette direction demande à Eneo de lui transférer les experts qui s'occupaient du transport. Il y en avait 232 qui ont été transférés à Sonatrel. Sauf que quand ces experts y vont, qui ont fait 10, 20, 30 ans à AES SONEL, ne sont pas maintenus jusqu'au bout. On les laisse partir en retraite avec leurs connaissances. On recrute les jeunes ingénieurs qui n'ont pas l'expérience du transport. D'où les problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais je vais vous dire, le 23 décembre 2021, donc hier avant la CAN, vous êtes journaliste, vous avez vu la réception des transformateurs au port de Douala. Tout à fait. Et on nous disait qu'on allait les installer avant la CAN. Tout à fait. Ces transformateurs sont où aujourd'hui? Ils sont où? Défauts de fabrication sont rentrés sur le fournisseur. Non. Alors là, suivant les informations que nous avons dans notre base de données, parce que je vous ai dit que nous, pour avoir les informations fiables, on ne veut pas avoir des informations qui viennent de gauche à droite, on les centralise. Celui qui a une information, on va dans notre base de données. À l'analyse donc de ces informations, on constate que les 10 transformateurs qui sont arrivés avec une publicité que tout le monde connaît, aujourd'hui ne sont pas installés. Pourquoi? Défaut de fabrication doit rentrer, je crois, en Turquie. Et le process doit recommencer. Quand je vous ai dit tout à l'heure que le mal est profond, ce n'est pas pour demain qu'on aura de la lumière, à volonté. Donc, quand c'est rentré, vous dites, donc on se projette à quelle période finalement pour les... Est-ce que vous pouvez avoir, est-ce que vous qui êtes là-dedans, est-ce que vous avez des informations sur... Alors, les informations qui nous reviennent... Sur le retour de ces transformateurs. Ah oui, ces transformateurs, il faut attendre minimum 6 mois. Donc, ils sont essentiels dans le circuit du transport de l'énergie. Effectivement. On ne peut pas faire sans. Parce qu'aujourd'hui, quand on produit de l'énergie, cette énergie doit arriver, par exemple, au poste de Lokbaba, de Bekoko, de Ngusso, de Mangombe, l'énergie qui vient de son lolo. Et ces transformateurs doivent donc transformer l'énergie qui arrive pour les transformer source. Transformateur source, par exemple,
Bonamou Sadi, Deido, Koumassi, ces transformateurs-là. Or, les transformateurs de l'Ogbaba, s'ils ne sont pas à jour, ne peuvent pas accueillir l'énergie qui vient de son loulou. Ça veut dire donc que ces transformateurs qui sont là aujourd'hui ne peuvent pas faire le travail, d'où le délestage. Et ce qui arrive, il faut maintenir les transformateurs qui y sont pour pouvoir tirer tout le monde. Et pour cela, donc, il faut délester le Baba, il faut délester Makepe pour que c'est qu'on a là qu'on puisse gérer. C'est là donc l'origine des délestages que nous avons. Or, les gens aujourd'hui, on a en face de nous Eneo, c'est bien beau, tout le monde voit Eneo, mais à l'époque, là, quand c'est Eneo qui avait tout, c'était normal de dire que bon, la Sonel nous dérange. Mais aujourd'hui, il faut dire que c'est Sonatrel qui ne nous permet pas d'avoir l'énergie en continu. C'est là le véritable problème. Très bien, merci de ces explications. Suzanne, avant Eneo et AS et tout ça, là, on privatisait donc en 2021, 21 ans maintenant que cette entreprise est passée entre les mains du privé. Historiquement, c'était Sonel. Oui. Est-ce que les Camerounais se plaignaient autant? Je rappelle que cette Sonel était une entreprise nationale dirigée par des Camerounais. À sa tête, un Camerounais, aujourd'hui président du Sénat, historique, Niat, hein, Marcel Niat Dufendi, l'actuel président du Sénat. Est-ce que les problèmes étaient aussi prégnants qu'ils le sont aujourd'hui? Je pense qu'ils l'étaient, sauf que l'expression n'était pas aussi libre. C'est-à-dire qu'on avait tendance, à l'époque de Niat, à ne pas dire tout ce qu'on vivait et tout ce qu'on subissait. Je ne pense pas que les problèmes sont nés d'hier. Bien sûr, la fragmentation, si vous voulez, dans l'organisation de la distribution de l'énergie peut poser un problème. Créer un bordel. Ça peut créer, en fait, ça a créé la zizanie, si vous voulez, mais objectivement, je ne pense pas que c'était comme ça. Je ne pense pas que c'était parce que c'était mieux qu'ailleurs ou parce qu'on dirigeait notre société. Et ensuite, bon, je suis un peu réservée par rapport à ce qu'il dit parce que moi, je suis consommatrice, M. Yebga, et je m'en fous de la Sonatrel. Je m'en fous de la chaîne. Ce qui m'intéresse, c'est le courant. Oui, c'est tout. C'est le courant. Et maintenant, ce dont je me rends compte, c'est que le gouvernement n'a pas mis en place une politique de distribution de l'énergie électrique qui me permette à moi, petite consommatrice, d'avoir l'électricité et d'être victime de toutes ces coupures. Et là-dessus, comme j'ai M. Yebga en face de moi, qu'il est président de l'association des consommateurs, je ne sais pas ce qu'il peut faire en dehors de dénoncer. Mais même quand il dénonce, ça ne met pas le courant. Ça nous fait broyer du noir. Et moi, il me fait peur. Il dit que... 10-15 ans. C'est vrai que ce n'est pas très engageant, ce n'est pas très rassurant. Donc, j'ai souvent lu et entendu que le Cameroun a le deuxième potentiel hydroélectrique d'Afrique. Donc, nous avons la capacité de construire des barrages et tout ça. Est-ce que si vous pouviez déjà nous dire, c'est quoi l'architecture de la structuration de notre production en électricité à ce jour au Cameroun? Alors, à ce jour, nous avons... Entre le potentiel énoncé et l'existant. Oui. À ce jour, nous sommes environ à 1500 MW. C'est tout. Seulement 1500 à ce jour. Alors que nous pouvons potentiellement en produire 23 000, vous dites. Et quand j'ai regardé le propos liminaire du ministre de l'Eau et de l'Énergie récemment, qui pense que d'ici peut-être 5 ans, on pourra faire des efforts pour arriver à 2000. C'est-à-dire ajouter seulement 500 MW. Quand je vous ai dit que nous sommes là pour... L'ambition est rikiki de votre point de vue. Mais je dis, quand je regarde ça, je dis, quand je vous ai dit tout à l'heure que par rapport aux éléments que j'ai, il faut attendre 10-15 ans. Parce que si les efforts qui sont menés nous amènent à avoir 500 MW en 5 ans. En 5 ans. Et quand je regarde dans son... Vous avez sûrement vu ce document. Quand vous allez regarder les projets en maturation, j'aime bien ce mot qu'ils utilisent, les projets en maturation qui peuvent nous donner 3000 MW d'ici 10 ans, 3000. Donc, vous verrez qu'on sera à 5000. Or, c'est le même ministre qui nous dit, il y a un peu moins d'1 an, que le besoin en énergie électrique, c'est dans les 15 000 MW. Et lui, il nous projette dans des
10 ans à venir à être dans les 5 000 seulement. Ça, là, je suis dans un déficit de l'ordre de... Mais quand je vous dis que d'ici 10-15 ans, on ne sera pas sorti de l'auberge. C'est exactement cela. Et je parle sur les données du ministre, je ne parle pas sur... Avec ce gouvernement, entre-temps, il peut, Bon, il je peut, sais il pas peut si se vous trouver. êtes prêt à le changer. Non, Moi, non, je parle enfin, de ce gouvernement qui oui, est là. puisqu'il est celui qui est là, donc on parle de ce gouvernement qui gère les choses en ce moment. Et donc, oui, 1500, vous appelez mégawatts produits Mégawatts. et distribués, donc, et aux ménages, et aux industries, en tout cas à toute la consommation nationale. Nous avons, comme j'ai dit, quoi de manière physique en termes de capacité de production aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, quand le président du Sénat était ingénieur suprélec, il a fait des études avant qu'il rentre en politique. Il a fait une étude qui reste d'actualité parce qu'il y a moins de 2 mois, je me suis retrouvé sur un plateau avec le délégué régional de l'eau et de l'énergie qui a reconnu qu'ils ont repris ces travaux, ces projets, et ils vont essayer de réaliser. Monsieur Niak disait à l'époque qu'il était important de mettre une série de barrages sur la Sanaga. Et en ce moment-là, on n'aurait pas de problème d'énergie. Et quelqu'un dans la salle lui dit, pourquoi mettre des barrages seulement sur des bassins? Et regardez-moi là, ce que les gens pensent. Il y a de lui dire que mais ce n'est pas lui qui a fait que la Sanaga soit dans cette zone-là. Pourquoi c'était important? Aujourd'hui, si on n'avait pas mis le fameux barrage de Mévelé, on ne parlerait plus de l'étiage. Pourquoi? Parce que les barrages de retenue fonctionnent normalement. Quand on lâche de l'eau dans les barrages de retenue, quand cette eau arrive à Songlolo, l'eau, ce n'est pas le carburant, ce n'est pas l'huile. Cette eau fait tourner les turbines. Si on avait mis 2, 3, 4 barrages entre Songlolo et Edea, quand cette eau sortirait de Songlolo, elle allait tourner les turbines du prochain barrage qui allait produire de l'énergie et ainsi de suite. Parce que c'est possible. Et ce qu'on devrait faire, c'est uniquement construire les lignes de transport. Oui, mais M. Regabé, entre-temps, on a fait Lompangar, qui est, sauf si je me trompe, un gros barrage de retenue qui peut aussi, il y a aussi une petite unité de production à côté, qui peut alimenter les autres barrages qui produisent de l'énergie en période d'étiage. Finalement, est-ce que ce n'était pas un investissement bien pensé? Est-ce que ce n'était pas utile? Et on avait présenté ce Lompangar-là comme la panacée, comme si, voilà, une fois achevé, cet ouvrage devait nous permettre de résorber minimalement de moitié ou ce n'est des 2 tiers nos problèmes en production électrique. Je vous l'ai dit que nous n'avons plus de problème d'étiage parce que le barrage de retenue donne de l'eau pour que ça fonctionne. Et cette eau fonctionne donc uniquement pour son eau EDA. Mais, ok. Et aussi, on avait mis des barrages. Donc, il faut d'autres barrages. Voilà. Si on avait donc mis le barrage qui est sur le thème Mévelé là, si on l'avait mis sur la Sanaga. Pourquoi donc, pour vous, Mévelé, c'est une erreur? C'est une erreur parce que, Mévelé, en saison sèche, il n'y a plus d'eau. Mais pourquoi l'eau de Lompangar ne va pas? Mais ça ne va pas là-bas. On devait plutôt construire un autre barrage de retenue dans le thème pour alimenter Mévelé, mais on ne l'a pas fait. Lompangar ne va pas alimenter. Cette eau-là, c'est sur la Sanaga. D'accord, oui. Ce n'est pas sur le thème. Tout à fait. Donc, c'est un problème. On a mis le barrage de Mévelé sur le thème. C'était peut-être pour satisfaire certaines personnes, mais ce n'était pas pour satisfaire les Camerounais. La preuve aujourd'hui, quand on parle de l'étiage, on parle de l'étiage sur le thème, pas sur la Sanaga. Or, il y a une potentialité de plusieurs barrages sur la Sanaga et on n'aurait pas ce problème. Comme je vous l'ai dit, l'eau, ce n'est pas le carburant. Ça passe, ça fait tourner les turbines, ça produit de l'énergie et ça continue en série. On ne serait pas dans ce cas. Suzanne. Et Niak l'avait prédit. Non, Des choix stratégiques faussés, donc, si on s'en tient à je ne peux pas savoir parce que ce qui me dérange... Oui, mais ce raisonnement, est-ce qu'il ne vous paraît pas non, ce qui me dérange cohérent dans le discours de M. Yebga, c'est que si on avait fait, s'il aurait fallu, avec des si, on aurait pu construire Paris. Mais lorsqu'il dit que Mévelé était une erreur et qu'on aurait dû peut-être faire un autre barrage sur la Sanaga. Techniquement, je n'en sais rien. Oui, mais là... Parce que là, dans les propositions... Mais dans les faits, il se trouve que Mévelé, le barrage de Mévelé souffre de problèmes d'approvisionnement en eau pour faire tourner les turbines. Le barrage de Mévelé souffre. Oui. C'est lui qui le dit.
Et vous aussi, vous le constatez. On le constate, mais parce dans son discours, il n'est pas à 100% opérationnel. opérationnel. Dans son discours, ce qui me dérange, c'est que, quoi qu'il dise de tous ces manquements, demain, si Eneo coupe, je n'aurai pas d'électricité. La question pour moi, c'est quelles sont les propositions immédiates, à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Donc, on a parlé un peu de production. Donc, qui produit, qui transporte, qui distribue? Qui distribue? Alors, aujourd'hui, Eneo... Et où est le problème? Déjà, au niveau de la production, au niveau de la distribution, au niveau Est-ce qu'il y a même une coordination entre les différents acteurs? Peut-être l'ARCEL. Alors, Monsieur Yevga. la politique énergétique, c'est la politique d'un pays qui dépend du ministère de l'eau et de l'énergie. Après, il y a l'ARCEL qui est le régulateur. Après ARCEL, donc, il y a le producteur. Il y a EDC qui est là pour la construction des barrages et la gestion des barrages de retenue. Ça, c'est son travail. Aujourd'hui... Donc, c'est EDC le producteur? EDC, en principe, c'est lui qui devait être le producteur global. Mais comme on ne peut pas enlever la production qui est délicate à Eneo, parce qu'aujourd'hui, Eneo produit 70%. Et l'objectif, c'est que Eneo laisse progressivement, pendant que EDC va construire les barrages, progressivement. Aujourd'hui, donc, Eneo produit 70% et les indépendants 30%. L'objectif, c'est que ça devienne à 0% et que les indépendants, parce qu'on a libéralisé, et que les indépendants prennent les 100%. C'est-à-dire les privés? Les privés. Celui qui peut construire un barrage pour produire, si l'État peut le faire, que l'État le fasse. Vous voyez donc, par exemple, Nachtigal. Écoutez, donc si moi, aujourd'hui, je me sens en capacité de construire, c'est la capacité financière de construire un barrage, je peux arriver à la centrale gaz, je construis un barrage. Mais vous demandez donc cette autorisation, l'État vous donne l'autorisation, vous le faites. D'accord. Et quand vous le faites, vous négociez donc maintenant... Et je mets cette électricité à la disposition du transport. À quel prix? Du transport, ça c'est une négociation qui se passe entre Eneo et le producteur. Parce que c'est Eneo qui va vendre et va vous reverser, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Eneo verse 6 milliards aux producteurs indépendants qui est Globelec, c'est-à-dire KPDC, DPDC, qui produisent à Dibamba et à Kribi et connectent dans le réseau. Et Eneo qui vend, paye donc 6 milliards tous les mois à cette entreprise-là. Et donc, vous nous expliquiez que EDC construit des barrages, Eneo, jusqu'à date, produit 70%. Les indépendants, 30%. Et quand ils finissent de produire, il faut donc que Sonatel transporte. Pour donner aux distributeurs, pour alimenter la population, que ce soit les industriels, que ce soit les ménages. Voilà comment c'est schématisé. Aujourd'hui donc, la production, elle est faite, mais comme on ne stocke pas... 1500 mégawatts. Et on ne stocke pas. C'est insuffisant déjà, vous avez dit? C'est insuffisant. Donc, mais on produit 1500. On produit 1500. D'accord. Et on ne stocke pas. Oui. C'est un produit unique qu'on ne stocke pas. On produit, il faut consommer directement. Et quand ça arrive donc au niveau des postes, il faut donc distribuer. Or, quand ça arrive ici, on trouve donc qu'on ne peut pas stocker et il ne faudrait pas que tout ce qui arrive rentre pour distribuer. Sinon, ça va dédommager les transformateurs qui sont dans les postes de Lobaba, de Coco et autres. On essaye donc de prendre ce qu'on peut pour transformer et donner, d'où le délestage, comme je vous ai expliqué. Donc, le véritable problème aujourd'hui, il y a ce problème de transport qui est grave. Moi, j'ai vu encore une note, quand nous parlons par exemple du réseau interconnecté Nord. Eneo a sorti une note en disant qu'il y aura un délestage au Nord. Pourquoi? Parce que, le lac d'eau qui devait produire 72 MW n'en produit que 9. Et il y a donc des... 72, 9, oui. Le différentiel est énorme. Énorme, parce qu'il n'y a pas d'eau, tout le monde le sait. Par rapport donc à ça, il y a la centrale de Djamboutou qui utilise le fouel. Et il y a donc les livreurs qui arrivent en retard, donc il y a donc manque de carburant en ce moment-là. Et il y a un problème. Djamboutou ne pourra pas produire normalement parce qu'il n'y a pas le combustible. C'est maintenant qu'on a construit 2 centrales solaires de 30 et 20 MW pour essayer de subvenir au manquement du réseau interconnecté Nord. Il y a donc un problème. Et pour qu'on construise ça,
c'est des centrales modulaires, j'ai envie de dire. Eneo, depuis 2012, a demandé à l'État de mettre des centrales solaires au nord. L'État n'avait jamais validé. Parce que même si vous avez beaucoup de moyens, il faudrait que l'État valide. Si l'État ne valide pas, vous ne pouvez rien faire. Et j'ai un autre exemple qui est plus qu'il y a 4 ans. Il y a un jeune entrepreneur qui est venu, on a discuté, il avait un projet où les Suédois devraient construire une centrale à gaz qui devait produire 5000 MW en 3 ans. Et ce projet devrait coûter 200 milliards. Et ce que ces gens demandaient, c'était la validation de l'État. Quand ce jeune homme est allé à Yaoundé, je ne sais pas dans quel bureau il est arrivé, on lui a demandé 20% de 200 milliards. Ce garçon n'avait pas, c'est un chef de projet. Comme il n'avait pas, il est rentré, il a dit à ce partenaire que oh, bon, je ne peux pas. Et c'est ce partenaire 2 mois plus tard qui lui dit, mais nous avons reçu un courrier du Cameroun qui nous demande de changer le chef de projet, que c'est eux qui proposent plutôt un chef de projet. Vous comprenez la magouille? Ça, depuis 4 ans, on devait avoir 5000 mégawatts, on ne serait pas dans ce problème. Et c'est réel, ce que je vous dis là. Et ce garçon, on a été sur un plateau avec le délégué régional de l'eau et de l'énergie. Le délégué lui a dit, apporte-moi ces dossiers maintenant. Apporte-moi ces dossiers maintenant, parce qu'il y a des Camerounais qui n'aiment pas des Camerounais. Ça, c'est très dangereux. Donc, nous sommes un peu, comme toujours, hein, comme dans toute situation, nous-mêmes un peu la source de nos problèmes, Suzanne. Est-ce qu'on doit nos magouilles, les faits de corruption et tout ça. Mais M. Yebga, est-ce qu'on doit prendre pour argent comptant ben évidemment, évidemment que discuter. Évidemment parce que je répète, il faut la réserve. Que moi, je suis en position de consommatrice. Tout à fait. Et tout ce qu'il me dit, ça ne me rassure même pas. Parce que je ne sais pas quelles sont les alternatives. On fait comment une fois qu'il a fait ce constat? D'accord? Il y a la magouille, comme vous dites. Il y a ceci, cela. Mais on fait comment? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'urgence. On est fatigué. Fatigué, si vous voulez, d'avoir toutes ces interruptions, vous aussi. Nous, on travaille avec l'énergie électrique. Qu'est-ce qu'on peut faire là, maintenant? Je vous ai posé la question. J'ai répondu à cette question. Non, il faut investir. Vous dénoncez... Non, mais investir, le temps que ça fonctionne, il va falloir du temps. D'après ce que vous dites qu'il nous faut au moins 5 ans encore. Ça veut dire qu'il nous faut 5 ans pour rester dans le noir? C'est ce que vous voulez dire. Ou alors, et même si on changeait de régime, est-ce que ça va changer la gestion de l'énergie électrique? Pour moi, c'est ça mon problème. Comme je l'ai dit, hein, que c'est un problème de politique énergétique. Il y a les mini-barrages qui ne prennent pas du temps. Il suffit qu'on libéralise. Mais je vais vous dire même une chose. J'ai été à un séminaire avec, comment on appelle encore l'organe qui gère les communes, Mindedvel. Non. Bon, ça va revenir. Ils ont des projets, et dans ces projets, d'électrification par des énergies renouvelables. Oui, l'Association des communes et des villes réunies du Cameroun. Oui, mais ce qui gère, il y a un organe au sommet qui gère les communes. C'est ça. Et alors, ils ont les moyens, ils ont des projets, et ils demandent même que quand ils vous donnent cet argent, vous devez trouver des garçons dans votre commune qui seront formés pour la maintenance. Mais comme ces projets sont suivis comme les fonds PPTE, c'est-à-dire vous réalisez, on contrôle, vous allez au fur et à mesure, on regarde tout, les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas pourquoi? Parce qu'ils ne gagnent rien dans ces projets. Encore le même problème, donc il faut changer le logiciel tout simplement. Dans les Camerounais. C'est là que j'ai répondu à votre question. Alors, la régie, je pense qu'on va prendre cet élément avant que le temps va très vite. On a interrogé quelques Camerounais dans la rue pour leur demander s'ils savent au moins qui leur fournit l'électricité et d'où vient le problème de délestage. Vous allez être assez surpris des réponses des uns et des autres. Si l'élément est prêt, je vous invite à le regarder. Je sais qu'il y a 3 entreprises. Il y a EDC qui produit et Neo qui transporte et dernier là, Sonatel. Ouais. Sonatel vient de prendre la main. Elle dit que certainement ils sont en train de faire certains pylônes, certains poteaux qui tombent dans le quartier. Donc je pense que c'est ça qui fait peut-être qui est à l'origine de ce déficit. C'est celui qui, je ne sais pas comment dire, c'est celui qui produit et il y a celui qui assure le transport
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de sous... comment on appelle, il y a beaucoup de sociétés qui entrent en compte pour que nous soyons servis. C'est Eneo que tout le monde connaît. Quand on parle d'électricité, on sait que c'est Eneo. Malgré qu'il y ait des sous-traitants, d'autres sous-traitants, c'est normal. Récemment, que moi-même j'ai appris que Eneo ne s'occupait que de la distribution et non de la production d'électricité. Donc je pense que généralement, vu que c'est eux qui sont mis en avant, c'est pour ça que je pense que dans la majeure partie des cas, tout le monde se dit que c'est eux qui sont responsables des pénuries d'électricité qu'on peut vivre au quotidien. Donc je pense que l'information à ce niveau n'est pas très répandue. C'est pour ça que du coup c'est eux qui endossent tous les désagréments que les gens peuvent relever par rapport à ça. Voilà. Eneo donc qui est mis au banc des accusés. À tort finalement, si je comprends bien. Non, sincèrement, c'est à tort, parce que quand on a même fait une certaine analyse par rapport aux causes de délestage. Et c'est là où, quand j'ai regardé la sortie du ministre, je me suis dit, c'est très grave. Parce que quand on fait l'analyse des causes, la Sonatel, c'est-à-dire le transport, vient en tête avec environ 60%, et Eneo vient en deuxième position avec 33%, les indépendants 7% et les incidents, c'est-à-dire les poteaux qui tombent, autres, dans les 5%. Mais quand le ministre dit que c'est les poteaux qui occasionnent l'effondrement, déjà que l'effondrement, c'est sur la ligne de transport, ce n'est pas sur les poteaux qui tombent en ville. Et quand le ministre dit que c'est les poteaux qui occasionnent des délestages, j'ai dit, ce n'est pas 5%, les instances, c'est 5%, ce n'est pas 5% qui le font. Et dans son discours, il dit ceci, le parc des poteaux, c'est 1,3 million. Et là-dedans, il faut remplacer 60%, c'est-à-dire environ 780 000 poteaux. Et lui-même lui dit que depuis 3 ans, on n'a remplacé que 31 000 poteaux, environ 4%. Ça veut dire que ce n'est pas l'origine. Mais il veut jeter la patate chaude, comme ils ont dit que comme tout le monde voit Eneo, il faut jeter la patate chaude là-bas, parce qu'on ne veut pas qu'on dise que c'est une politique énergétique qui doit venir du ministère, qui est à l'origine de tout ce qu'on a. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui... Eneo, c'est le poil à gratter, je comprends bien. Alors, on va sortir bientôt, Suzanne. Je vais revenir à la question que Suzanne pose avec insistance. OK, il y a l'hydroélectricité, il y a, vous avez dit, des centrales thermiques et autres. À défaut d'avoir tous ces gros barrages espérés, souhaités sur la Sanaga, que vous appelez tous vos voeux, qu'est-ce qu'on peut faire de manière alternative pour faire que les Camerounais souffrent un peu moins? Même si vous n'êtes pas celui qui devine la politique, ailleurs dans d'autres pays, je vois qu'il y a d'autres sources d'énergie. Pourquoi ici, il n'y a pas les panneaux solaires, je ne sais pas, toutes les autres technologies, pourquoi on ne peut pas les domestiquer? Et effectivement, et c'est pour cette raison que le nom est revenu, c'est FEICOM. Ah, FEICOM, OK. Voilà, c'est pour cette raison que nous disons que FEICOM a de l'argent pour les centrales solaires. Et il faudrait que les mairies, les régions... C'est efficace pour alimenter, pour couvrir les besoins d'une ville comme Douala? Puisqu'on en fait, ça dépend de la capacité de ce qu'on veut faire. Et ça même, on peut mixer. On peut mixer, c'est-à-dire vous pouvez avoir Eneo et l'énergie renouvelable. Et vous utilisez par exemple la lumière pour l'énergie renouvelable et l'énergie Eneo pour la consommation lourde. On peut mixer tout cela. On a du soleil gratuitement, Suzanne, c'est quand même des solutions. Oui, mais est-ce que je pourrais dire un mot? Oui. À propos d'Eneo. Bien sûr. D'accord, ce n'est pas Eneo qui est responsable et qu'il faut aller à la source en amont et en aval. Sonatrel. D'accord. Sauf que Eneo a aussi une mauvaise politique vis-à-vis de son public. Manque de communication, coupure intempestive, on vient vous couper le courant parce que vous avez 2 mois de retard ou 3 mois. Absence de, comment on appelle ça, de vérification des instruments et des infrastructures. On ne sait pas ce que Eneo fait pour qu'en tant que distributeur, il fasse son boulot. Et même la facturation, d'aucuns estiment qu'elle est... La facturation est fantaisiste chez Eneo, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez une facture, je dis n'importe quoi, de 400 000, alors que vous n'avez que 2 climatiseurs, etc. Et des fois, donc, vous n'avez pas consommé dans le mois avec des coupures et des coupures, mais des factures. Donc, je pense que le système de gérance
de notre énergie électrique ne vaut rien, à commencer par Sonatrach jusqu'à Eneo. Et je ne crois pas qu'il faille rejeter la responsabilité des uns sur les autres. Je pense qu'il faut examiner le problème avec un peu de sérénité pour qu'enfin, on ne boit plus du noir. C'est important l'intervention de Suzanne. Alors, Eneo a des problèmes. Parce que quand nous parlons de délestage, on ne parle pas des problèmes que Eneo cause aux consommateurs. Maintenant, quand vous avez abordé ce problème, je vais vous donner exactement ce qu'il faut faire. Un, il y a le règlement de service. Nous avons créé une application, comme je l'ai dit. Règlement de service chez Eneo. Écoutez bien, Suzanne. Nous avons créé une application où nous avons mis en ligne gratuitement le règlement de service. Là-dedans, il y a un article qui voudrait que si vous êtes mal facturé, mais ce n'est pas le problème de Eneo, c'est votre problème, venez nous voir si vous ne pouvez pas. Parce que dans cette loi, il est dit ceci, si vous payez souvent 10 000 francs et qu'Eneo vous donne une facture de 400 000, Eneo doit vous payer, après avoir corrigé la facture, soit le différentiel, soit la facture totale. Ce qu'il ne fait jamais. Mais c'est parce que vous ne savez pas. Non, et nous parce avons... qu'on se plaint tout le temps. Mais, contrairement à ce que vous pensez, on sait. Et en ce qui me concerne, en tant que consommatrice d'Eneo, tous les jours, j'ai été chez eux. Et je sais quels sont mes droits. Mais à un moment donné, Eneo fait la sourde oreille. Et il me botte en touche, et il joue les bureaucrates, et il me parle comme vous. Et beaucoup de consommateurs d'Eneo ont ce problème-là. Justement, je vais vous dire, quand vous faites une requête, dans le règlement de service, il est dit clairement ceci, vous faites une requête, vous déposez chez Eneo, Eneo a 20 jours pour vous répondre. Mais quand vous allez à Eneo... Est-ce que vous accompagnez, vous, Association citoyenne des consommateurs, dans ce type de procédure? C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Quand vous allez c'est maintenant qu'ils existent. Hein. Quand vous Ça fait allez des années que Eneo nous a escroqués. Quand vous allez donc, Suzanne, chez Eneo, avec votre requête, ce que Eneo vous dit, c'est que nous condamnons. Eneo vous dit payer d'abord. Ouais. Et il refuse même de réceptionner votre requête. Parce que ça fait une évidence que et on commence à décompter 20 jours. Il ne réceptionne pas. Et nous condamnons cela. Et nous disons donc, quand vous avez ce genre de problème, venez nous voir. Parce que chez nous, ils vont réceptionner et on va suivre. C'est ce qu'on est en train de dire. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'on condamne à Eneo. Ils arrivent chez vous et ils vous disent que vous êtes en fraude. Pourquoi? En réalité, et nous l'avons dit au directeur général à l'époque, que vous ne pouvez pas prendre votre porte-monnaie, vous confiez ça aux bandits. Les installations, la relève, la distribution des quittances, c'est fait par les entreprises sous-traitantes. Eh oui. Et ce n'est pas les agents Eneo. Et aujourd'hui, c'est eux qui maîtrisent ce domaine. Et il y a donc des installations parallèles. C'est eux que vous appelez bandits? C'est eux que j'appelle bandits. Bandits? Oui, c'est les bandits, justement, parce que... C'est eux qui nous imposent. Aujourd'hui, ils viennent faire des installations parallèles qu'Eneo ne connaît pas. Ouais. Quand Eneo crée donc des structures pour contrôler, on trouve que M. Somba est en fraude. En fait, vous avez vu quelqu'un avec le matériel, il vous a installé, vous pensez que c'est Eneo, alors que ce n'est pas Eneo. Mais il y a les agents d'Eneo qui viennent nous couper intempestivement. Mais qui n'entendent rien, qui ne veulent donc, rien. Parce qu'on ne maîtrise pas. Parce que justement, il dit que ce n'est pas Eneo, c'est les sous-traitants qui font. Non. Ce n'est pas Eneo qui coupe. Non, ils sont pas, monsieur Polycarpe. Moi, j'ai souvent eu affaire à Eneo. Bon, le temps passe très vite. D'accord. Alors, une autre question pour terminer. Est-ce qu'il faut envisager peut-être, j'entends aussi ça, j'entends aussi ça souvent, qu'il faut peut-être renationaliser Eneo. Est-ce que ça peut être une piste? Est-ce que c'est une solution? Alors, remettre les Camerounais moi, je pense que c'est ce qu'on appelle quand un pouvoir vous a dépassé. Ouais. Et vous allez aux élections, vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas faire un coup d'État. Ce qui reste, c'est de déstabiliser. Alors, quand on le dit, c'est pour pouvoir déstabiliser le pouvoir tout simplement. Mais en réalité, ce n'est pas la gestion, ce n'est pas la distribution qui fait la production. Aujourd'hui, on a donné la production à l'État. Il faut donc que l'État construise. C'est le national. Ce n'est pas l'étranger qui vient construire les barrages. Ce n'est pas les nationaux, ce n'est pas les étrangers qui viennent faire le transport. La distribution même. Et la loi dit qu'on peut scinder cette distribution-là. C'est-à-dire, on pourra un jour dire que Eneo, qui est là, ne va s'occuper que de Douala et Yaoundé, par exemple, et que les autres villes, chacun peut prendre. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la production qui est nationale, c'est la distribution qui est nationale, c'est le transport qui est je parlais de la production, du transport, qui sont nationales. Et la distribution
on peut donner à n'importe qui. Donc, ce n'est pas là le nœud du problème. Le nœud du problème aujourd'hui, c'est la production, c'est le transport. Très bien. J'espère que les uns et les autres auront compris au moins. Hein. Moi, je n'ai rien compris. Ce que je sais, c'est que je vais rentrer chez moi. Et qu'il n'y aura pas de courant. Voilà. Et qu'il n'y aura peut-être pas de courant. Peut-être pas. Et il a beau me dire, je suis d'accord avec M. Yebga. Le débat est terminé, Suzanne. Non, c'est terminé. Non, vous ne voulez pas que je parle des néos? On a parlé des néos. On a fini de je veux parler. dire qu'on a atteint... fini, on a épuisé le temps. Suzanne. Cette édition du Prime s'achève. Merci, M. Dieudonné Yebga. Merci, Suzanne. Merci, Polika. Merci à vous, chers amis téléspectateurs fidèles de Dash News et du Prime, d'être restés encore avec nous ce soir. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles, à la réalisation ce soir, Chesley Forbin et puis à la chef d'édition, Larissa Libon. Au revoir.